Chers participants au MOOC Sorbonne Droit des entreprises, bienvenue pour ce direct de la semaine 2. Je suis une fois encore bien accompagné puisque je suis accompagné de Stéphane Sylvestre. La galanterie voudrait que je ne commence pas par toi, donc de Anne-Charlène Bezzina. Anne-Charlène Bezzina, qui est docteur en droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui est l'une de nos community managers du MOOC Sorbonne Droit des entreprises. En effet. Enchantée, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Dandero, bonsoir Monsieur Sylvestre. Je suis enseignante en droit public de l'économie, donc je m'intéresse au secteur public dans le cadre de ce MOOC. Parfait, c'est votre intérêt pour le droit des entreprises qui explique votre présence avec nous. Et donc, enfin, maître Stéphane Sylvestre, avocat associé du cabinet Praxès Avocat et fin connaisseur du droit des entreprises et du droit des sociétés. Vous avez pu voir Stéphane Sylvestre dans certaines des vidéos de notre MOOC. Et Stéphane, vous allez nous apporter le regard du praticien sur les questions que nous allons voir ensemble ce soir. Effectivement, au cabinet Praxès, je m'occupe plus particulièrement, évidemment, de droit des entreprises, de droit des sociétés, de la manière dont les entreprises peuvent être réorganisées, restructurées, d'opérations de fusion-acquisition, et également de levée de fonds, que ce soit pour des entreprises matures ou pour des start-up, pour des jeunes ou des moins jeunes qui créent et veulent développer leur entreprise. D'accord. Alors, une question qu'on avait vue la dernière fois et qui avait suscité beaucoup d'intérêt, c'était la question du statut de l'entrepreneur. Je crois que c'est une question que vous recherchez la réponse à cette question et au meilleur statut de l'entrepreneur assez régulièrement, peut-être même en permanence. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose, que les créateurs d'entreprises nous posent de manière récurrente. Quel est le meilleur statut? Et c'est vrai que d'un point de vue juridique aujourd'hui, la première chose que nous leur conseillons en règle générale, c'est de prendre pour statut une société dans laquelle leur responsabilité en tant qu'associé est limitée. Alors, on va vraiment parler de cela maintenant parce que, vous le savez, le principe de ce live, c'est que nous répondons à des questions. Nous répondons à des questions et nous répondons aux questions qui sont posées par les participants au MOOC, qui sont toujours plus nombreux. Nous allons vers les 9000 inscrits. Beaucoup de personnes s'intéressent au droit des entreprises et c'est bien normal. Et nous avons partagé cette séance de questions-réponses et d'échanges. Nous l'avons partagée en plusieurs thèmes. Alors, nous n'avons pas repris complètement le découpage des thèmes de la semaine, mais nous allons commencer par voir une question qui recoupe certaines choses vues la semaine dernière. C'est le thème de l'entreprise et de la société. C'est un thème qui est assez politique. En plus d'être un thème juridique, celui de l'entreprise et de la société, vous avez compris, dans cette deuxième semaine du MOOC, mais on en avait déjà parlé lors de la première semaine, que entreprise et société, on utilise facilement ces termes comme synonymes, mais pour le juriste, ce ne sont pas la même chose, ce n'est pas la même chose, la société et l'entreprise. C'est important d'avoir en tête cette distinction parce que je pense à la rédaction d'un contrat, par exemple. Je me tourne tout de suite vers le praticien. Est-ce qu'on pourrait signer un contrat au nom de l'entreprise? Eh bien non, puisque d'un point de vue juridique, l'entreprise n'est pas une personne. On ne peut être titulaire de droits ou d'obligations, contracter, signer un contrat qu'au nom d'une personne. Et c'est la société qui, en règle générale, est la personne qui porte l'entreprise, l'activité économique de l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire que finalement l'entreprise, c'est la collectivité qui regroupe les salariés et leur employeur et que la société, c'est l'employeur? C'est l'entrepreneur? La société, l'entrepreneur, je ne le dirais pas tout à fait comme ça. Moi, je dirais plutôt que l'entrepreneur ou les entrepreneurs sont souvent les associés qui décident de mener une activité économique et que cette activité économique, il l'amène à travers cet habit juridique qu'est la société. Oui, je vous ai posé la question de manière un peu à provoquer une réaction parce que
c'est quelque chose, on l'avait peut-être déjà dit d'ailleurs la fois précédente, c'est quelque chose, lorsque vous dites que vous conseillez la création d'une société pour protéger son patrimoine, tous les entrepreneurs n'acceptent pas volontiers cette idée de créer une société. En créant une société, ça n'est plus complètement eux. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'en créant une société, on se protège efficacement, mais il faut avoir égard à cela, c'est-à-dire le fait que ne serait-ce que l'idée d'une société unipersonnelle n'est pas encore complètement bien passée, c'est-à-dire que cela existe depuis 1985, mais quand vous expliquez à vos clients qu'ils peuvent créer une société tout seuls, quelle est leur réaction ? Alors ça dépend effectivement de l'expérience qu'ont déjà les entrepreneurs en question, et puis du fait qu'ils sont plus ou moins sensibles à ce besoin de protection. Mais effectivement, dès qu'on leur explique quels sont les avantages en termes de protection patrimoniale pour eux, à savoir que si la société a un problème, ce qui peut arriver dans une vie d'entrepreneur, enfin, si leur entreprise a un problème du moins, eh bien, les créanciers de l'entreprise ne seront pas en mesure de les poursuivre sur leur patrimoine propre. Ils ne seront pas en mesure de perdre, par exemple, leurs biens, leur résidence principale ou secondaire. Donc, cette idée de protection, ne serait-ce que le foyer dans lequel ils vivent, eux et leur famille. Donc, avec un petit peu d'explication, effectivement, cette idée de protection, ils finissent par l'intégrer assez rapidement. Oui, alors la fois précédente, nous avions beaucoup parlé de la déclaration d'insaisissabilité. Une question qui est revenue, c'était celle de la différence entre l'EIRL et l'EURL. Cela pose des problèmes, des interrogations à un certain nombre d'entre vous. Est-ce que vous conseillez beaucoup l'EIRL ? Le IRL, donc le statut, je le rappelle, d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Alors, je ne veux pas faire preuve de snobisme, mais c'est vrai que depuis la création de l'IRL, je n'ai pas eu l'occasion de conseiller des entrepreneurs qui voulaient ou qui avaient vocation à s'abriter sous ce statut. Parce qu'en règle générale, les entrepreneurs qui viennent nous voir ont déjà un projet d'entreprise qui est d'une dimension qui, sans être énorme, est déjà telle qu'il leur faut véritablement une société. Mon sentiment, c'est que le IRL est véritablement pour débuter, pour les projets de petite taille. Et ensuite, au fur et à mesure de la croissance de la petite entreprise, là, la question de la création d'une véritable société se pose. Oui, alors c'est important de rappeler cela. Quand vous instituez EIRL, vous faites quelque chose qui est très subtil juridiquement, vous partagez votre patrimoine en plusieurs patrimoines. Un patrimoine personnel et un ou plusieurs patrimoines affectés à votre activité professionnelle ou à vos activités professionnelles. Vous avez fait cela, mais vous n'avez pas créé de société. Vous êtes une personne avec plusieurs patrimoines, et dans chacun de ces patrimoines, on trouve des actifs et des passifs, donc on trouve des biens et on trouve des dettes. Par exemple, si vous engagez des salariés, ces salariés, leur contrat de travail va aller se loger dans le patrimoine de l'activité professionnelle pour laquelle vous les engagez. Quand vous faites une EURL, qui est, je le rappelle, une SARL unipersonnelle, donc une société à responsabilité limitée à associé unique, dont vous pouvez être ou non le gérant d'ailleurs, mais quand vous faites une EURL, eh bien vous constituez une société, vous donnez naissance à une personne morale, vous allez faire immatriculer cette personne morale, et c'est elle qui va eh bien, faire les actes de la vie de l'entreprise, c'est elle qui va par exemple signer les contrats de travail des salariés, enfin plus exactement, vous allez en tant que gérant signer, mais signer au nom de la SARL. Et ça, c'est un conseil, je trouve, qu'il est important de donner, et que vous donnez sans doute à vos clients, mais peut-être sont-ils déjà assez avisés, c'est de toujours bien penser, mais cela vaut aussi bien pour le petit entrepreneur que pour le banquier ou le salarié d'une banque qui a affaire à une société. Il faut toujours vérifier qui signe le contrat, qui contracte. Est-ce que c'est monsieur untel ou est-ce que c'est monsieur untel agissant comme gérant de la société qui porte peut-être son nom mais qui n'est pas la même personne juridique. Il ne faut pas se dire que c'est mon entreprise, donc si je signe, tout va bien.
non, ça ne suffit pas. Si j'ai créé une société, si je veux engager cette société, j'ai tout intérêt à écrire que c'est au nom de la société que je signe le contrat, parce que si je ne le fais pas, eh bien le risque c'est que je vais engager mon patrimoine personnel, je vais engager moi-même comme personne physique et pas ma société. Et après, j'aurai toutes les peines du monde à convaincre ou à faire accepter, parce qu'il faut le consentement du co-contractant, à faire accepter que ce n'est pas moi, mais que c'est bien ma société qui a signé le contrat. Et peut-être qu'il est plus intéressant pour le co-contractant d'avoir moi comme partenaire parce que j'ai des biens qu'il peut saisir plutôt que la société à faible capital que j'ai constituée. Et vous savez, ce n'est pas un scoop que les créanciers, et particulièrement les banques, tendent à ne pas se contenter du capital de la SARL. Que font-ils? Eh bien, effectivement, à partir du moment où on a besoin et où l'on demande un crédit bancaire, en tant qu'associé et ou dirigeant d'une société, effectivement, la banque qui sait bien que si jamais le crédit est octroyé à la société, s'il y a un problème, la société ne sera pas forcément en mesure de rembourser ce crédit, eh bien le plus souvent, la banque demande un cautionnement bancaire de la personne physique, de l'entrepreneur. Donc, dans l'hypothèse où elle ne pourrait plus être remboursée par la société, évidemment, elle va se retourner contre la personne caution. Absolument. Et là, on est vraiment au cœur du sujet, parce que l'on est en train de parler d'une notion qui est, on en parle directement ou indirectement, mais cette notion, c'est celle de personnalité morale. Est-ce que, Anne-Charlène, vous pouvez nous expliquer simplement cette notion, qui est à peu près la même en droit privé et en droit public? En effet, la personnalité morale, c'est un concept juridique qui permet finalement d'incarner les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'aurait une personne physique, mais pour une entité juridique qui n'est pas une personne. On pense notamment ici aux sociétés, mais c'est également le cas de l'État ou des collectivités publiques qui sont des personnes morales parce qu'elles ont des obligations, des dettes, un patrimoine et des droits. C'est ça le concept de personnalité morale. L'État est une personne morale. L'État est une personne morale. Donc je peux signer un contrat avec l'État, je peux assigner l'État, mais alors qui représente cette personne morale? L'État peut être diversement représenté. Déjà, la participation de l'État, elle se fait notamment par la personne compétente. Donc, s'il s'agit notamment d'une participation économique, ça peut être un ministre chargé de cette question qui sera chargé de suivre le dossier et finalement donc de signer en son nom. Les règles de compétence sont très strictes en droit public, ce qui implique aussi un contrôle sur cette notion de personnalité morale. L'État n'est pas n'importe qui. D'accord, donc le droit, c'est bien dit, le droit reconnaît aux personnes physiques une personnalité juridique, c'est-à-dire on peut être titulaire, on dit sujet de droits et d'obligations, on peut être titulaire de droits et d'obligations du seul fait qu'on est une personne physique, et toute personne physique a la personnalité juridique, mais le droit, qui a beaucoup d'imagination comme on le sait, accepte aussi, je passe sur des citations que l'on pourrait faire, le droit accepte aussi que des groupements de personnes ou des biens, parfois, on parle beaucoup, vous le savez, de la personnalité juridique de l'animal, on ne parlera pas de cela dans ce MOOC, c'est un sujet par ailleurs un peu polémique, vous le savez, est-ce qu'il faut reconnaître une semi- ou une demi-personnalité juridique à l'animal? Eh bien, si le droit voulait le faire, le droit serait tout à fait en mesure de reconnaître, mais le droit pourrait même reconnaître la personnalité morale à une table parce qu'il suffit que la loi, éventuellement qu'un juge, nous dise que on reconnaît la personnalité juridique à telle entité pour que on puisse par la suite accrocher, avec des guillemets, des contrats, de la responsabilité civile, éventuellement pénale, à cette personne morale. Donc, restons dans le domaine des entreprises et des sociétés. Une société peut, parce que le droit le prévoit, c'est notamment le Code civil avec cet article qu'on avait déjà évoqué, 1842 du Code civil, qui nous dit qu'une société, si elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, devient une personne morale. Et lorsqu'elle est une personne morale, cela lui permet de, notamment, signer des contrats et éventuellement, si les dirigeants commettent des actes qui causent des préjudices à des tiers, eh bien c'est la société qui sera en principe responsable. Donc cette notion
de personnalité morale et de personne morale, elle est capitale. Je pense que, on en a parlé en droit public, dans votre pratique, Stéphane Sylvestre, vous devez l'utiliser assez souvent, cette notion. Qui est-ce qui a signé le contrat? Est-ce que c'est la personne physique? Est-ce que c'est la personne physique agissant au nom de la société? Eh bien, effectivement, c'est une question que l'on se pose quasiment tous les jours, puisque dès que l'on doit identifier un co-contractant qui est une personne morale, et dès que l'on doit avoir la certitude de l'identité de son dirigeant, de son représentant, si l'on veut être certain que la personne qui signe est bien susceptible d'engager la société au nom de laquelle il se présente, effectivement, on a la chance en France de pouvoir assez aisément tirer ce qu'on appelle un extrait cabis auprès des greffes des tribunaux de commerce. Et sur ces extraits cabis, on voit immédiatement l'identité de la société, la localisation du siège de la société et bien évidemment le nom, l'identité de son représentant légal, la personne justement qui peut engager cette société. Je crois que ce qu'on dit est ici important et c'est un conseil vraiment vital pour la pratique. Vous disiez, Anne-Charlène, que la compétence des ministres est une règle importante, mais la compétence des ministres, entre guillemets, de SARL, que sont les gérants de SARL, est importante aussi, parce qu'il faut bien comprendre. Stéphane, vous nous dites qu'on peut facilement, comment disent les avocats, tirer un cabis. Ou lever le cabis. Lever le cabis. Oui. Bon, je vous laisse la responsabilité de ces expressions, mais en tous les cas, vous comprenez que sortir une sorte de carte d'identité de la société, c'est une possibilité assez facile. Ça coûte combien en pratique? Alors c'est une excellente... C'est pas vous qui procédez Exactement. à ces levées de cabis. Bon, je le comprends, mais c'est quelques euros. C'est quelques euros. C'est 5-6 euros, quelque chose comme ça. Déjà, cela veut dire quelque chose, c'est qu'on peut facilement avoir accès à ces informations, mais le revers de la médaille, c'est que si on n'a pas accédé à ces informations ou si on n'en a pas tenu compte, eh bien, on se retrouve quand même dans des situations qui peuvent être dangereuses parce que je signe un contrat important pour moi, peut-être mon contrat de travail, avec quelqu'un qui représente une société. Je ne vérifie pas que la société existe ou je ne vérifie pas que la personne qui signe le contrat de travail a le pouvoir de représenter la société. C'est une personne qui n'apparaît pas sur le cabis. Et une question qui nous est posée à laquelle je réagis, qui est celle de savoir qui peut obtenir un extrait cabis. Eh bien, je crois que toute personne avec des doigts et un ordinateur est en mesure d'accéder très vite à un extrait cabis. Il doit encore être possible, j'imagine, de le demander au greffe et d'obtenir en version papier. Les greffes sont effectivement connectés à un système infogreffe qui fait que, moyennant un ordinateur et une carte bleue, il est effectivement extrêmement aisé d'avoir cette carte d'identité, comme vous l'avez appelé, de la société. Oui, parce qu'en pratique, cela veut dire que si je signe un contrat important avec une société, j'ai tout intérêt à vérifier. Alors, on peut obtenir un extrait cabis, on pourrait aussi demander un engagement écrit de la personne qui est en train de signer que, eh bien, elle agit au nom de la société. Le risque, si je n'ai pas ce type d'engagement, c'est que je me retrouve ayant signé un contrat avec une société qui n'existe pas ou avec une société qui existe mais qui me dit qu'elle n'a pas été engagée par la personne qui a signé. D'ailleurs, c'est un problème encore. Les salariés n'apparaissent pas véritablement sur le cabis, si? Les salariés n'apparaissent pas sur le cabis. Les personnes qui apparaissent sur le cabis sont les représentants légaux de la société. Donc, pour les SARL, par exemple, c'est le gérant qui apparaît. Et apparaissent également pour les sociétés de plus grande taille que sont les sociétés anonymes, les administrateurs, les directeurs généraux ou les membres du conseil de surveillance. Oui, alors on avait eu il y a quelques années une problématique importante qui concernait, c'était en droit du travail que la question s'était posée, de savoir si il fallait pour que
un salarié de la société signe une lettre de licenciement. Ça concernait une forme particulière de société qui était la SAS, Société par action simplifiée, mais la problématique aurait pu se poser pour d'autres sociétés. Savoir si il fallait que ces salariés qui avaient une délégation de pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir habituel de représenter la société, eh bien, soient mentionnés sur le cabis de la société. Et c'est là que c'est finalement assez compliqué, parce qu'on saura qui sont les dirigeants, mais de très nombreuses personnes peuvent signer des contrats pour la société. Je pense aux grandes sociétés, elles vont avoir des dizaines ou des centaines de personnes qui vont agir en leur nom, et ces personnes ne sont pas sur le cabis. Dans une certaine mesure, on peut admettre ce que l'on appelle en droit la théorie de l'apparence. Vous êtes reçu dans les locaux d'une société par une personne qui, visiblement, y occupe un bureau, et cela se fait d'une manière apparente. Vous n'êtes pas reçu en pleine nuit après que des serrures aient été forcées. Eh bien, on peut penser que la société est engagée. Et si la société venait dire « mais non, je n'accepte pas d'être engagé car la personne qui a signé n'avait pas le pouvoir de le faire », le fait que vous ayez été reçu dans un bureau par cette personne, dans le siège de la société ou dans des locaux avec le logo de la société, eh bien, cela doit valoir dans une certaine mesure une preuve d'engagement de ce que la société a accepté que cette personne l'engage. Oui, parce qu'effectivement, même moi à l'époque, qui avait quand même une formation juridique, j'avoue que lorsque j'ai signé mon premier contrat de travail, je n'ai pas demandé de cabis et je n'ai pas vérifié que la personne qui signait ce contrat était bien le représentant légal de l'entreprise. Donc là-dessus, j'aurais fait jouer, s'il y avait eu un problème, la théorie de l'apparence. Mais c'est vrai que dès qu'on signe un contrat qui a une importance particulière et dès que nous, professionnels du droit, on intervient, on a quand même l'obligation professionnelle de vérifier ce genre de choses, de vérifier que la personne qui dit engager une société, eh bien, soit le représentant légal de cette société, soit qu'il dispose d'un mandat pour ce faire. Oui, et je pense que c'est quelque chose que vos clients attendent de vous, c'est que vous ayez vérifié que le co-contractant est bien celui qu'il prétend être, qu'il y a une société en face et qu'on est en train de discuter avec une personne qui a le pouvoir de représenter cette société. Tout à fait. Alors, nous avons parlé de notre premier thème. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la personnalité morale. C'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui n'a pas livré encore tous ses mystères. On reconnaît d'ailleurs de plus en plus de droits aux personnes morales. C'est vrai qu'on a dit qu'elles pouvaient être titulaires de droits et d'obligations, mais on n'a pas dit de quels droits. Est-ce que vous pensez, Anne-Charlène, à des prérogatives particulières ou à des droits que la jurisprudence notamment reconnaît aux personnes morales ? Le droit le plus important me paraît celui d'agir en justice et notamment de représenter alors cette société, l'État également, en justice et donc de finalement défendre ses intérêts devant un juge, celui de signer les contrats également, mais il y en a bien d'autres. Oui, alors ça c'est un peu le minimum. Vous avez tout à fait raison de commencer par là, mais c'est vrai qu'il y a d'autres droits plus surprenants que des juges ont pu reconnaître. Je pense par exemple, et c'est les juridictions étatiques aussi je crois, mais c'est de la jurisprudence, le droit par exemple le préjudice moral de la personne morale. Une personne morale peut souffrir alors d'une atteinte à son image, d'une atteinte à son honneur, mais d'une atteinte à son image ou à son honneur, pas seulement commerciale, pas un préjudice de perte de clientèle, mais quelque chose de plus intime, une souffrance de la personne morale. Mais je crois que nous allons nous arrêter là pour ce premier thème. Alors, deuxième thème qui est important, c'est celui de l'objet social. Il est important parce qu'une personne morale et une société particulièrement existent dans un but déterminé. On accepte que la société que l'on constitue, la SARL que nous pourrions constituer par exemple maintenant, eh bien cette SARL, nous la constituerions, mais il faudrait faire des statuts et l'une des clauses les plus importantes de ces statuts, ce sera l'objet social. Pourquoi fait-on une société ensemble ? Si nous arrivons au greffe pour demander l'immatriculation et la reconnaissance de la personnalité morale à notre société, eh bien si nous avons un objet indéfini ou universel,
toute activité lucrative, eh bien cela ne suffit pas. Il faut avoir été plus précis. Par exemple, est-ce que Stéphane Sylvestre, vous avez en tête des rédactions d'objets sociaux dans des sociétés que vous avez pu constituer ou conseiller? Alors effectivement, nous avons des rédactions pour un certain nombre de clients qui, par exemple, ont des activités de développement d'une application mobile, récemment pour certains. Alors prenons cet exemple, développement d'une application mobile. Je viens vous voir, je vous dis que notre société doit avoir cet objet. Dans les statuts, vous allez écrire objet, deux points, je provoque un peu, vous l'aurez compris, mais vous allez écrire objet, développement d'une application mobile. Alors, effectivement, on va l'écrire de manière un peu plus large pour faire en sorte que la société ne se retrouve pas trop rapidement dans des habits trop étroits. Donc, effectivement, ça peut être développement informatique de manière plus générale ou toute action dans le domaine de l'informatique ou des télécommunications. Mais ce qui est important également de préciser, c'est que l'objet social a un caractère descriptif. Il décrit pour les associés et pour les tiers, pour les personnes qui justement vont tirer ou lever le cabis, il décrit quelle va être l'activité de la société. Donc c'est déjà important. Mais c'est aussi, pour les associés, lorsqu'ils veulent contrôler l'action, l'activité des dirigeants de la société, c'est aussi une limite au pouvoir des dirigeants. À partir du moment où on a dit dans l'objet social que l'objet de la société, eh bien, c'est le développement d'une application ou l'informatique ou les télécoms plus généralement, c'est un peu compliqué ensuite pour le dirigeant de se dire « je vais aller faire de la promotion immobilière ». Il engagerait dans ce cas-là sa responsabilité vis-à-vis de ses associés. Voilà, c'est important effectivement de comprendre que l'objet social ne doit pas être trop étroit et dans l'exemple du développement d'une application mobile, je pose la question, mais je crois que nous avons la réponse, est-ce qu'il ne faudrait pas écrire développement de l'application avec un intitulé ou avec un nom, un numéro permettant de retrouver quelle est cette application? A priori non, parce que si l'on fait cela, le risque c'est que si cette application est interdite ou est développée par un concurrent ou est vendue par la société à un tiers, notre société n'a plus d'objet social et la conséquence c'est que notre société doit se trouver dissoute. Effectivement, l'objet social ne doit pas être une tête d'épingle. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on prévoit un certain nombre d'activités connexes que peut faire la société, que peut mener la société. Oui, parce que si l'on avait d'ailleurs écrit que développement d'une application mobile, au moment d'aller, par exemple, louer des locaux, on nous dirait, ben non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez que développer une application mobile, donc retournez dans vos laboratoires ou locaux dans lesquels, je ne sais pas comment on les appelle, on développe des applications mobiles. Donc il faut effectivement, et on a une sorte de clause de style dans les statuts de société qui est que c'est un objet particulier et on ajoute toute activité connexe ou on peut faire aussi une liste d'actes, tout acte de vente, de location, de prestation de services. Enfin, on peut trouver... Acquisition, de mise en location, gérance... Vente ou acquisition de fonds de commerce. On peut effectivement indiquer une liste d'actes qui vont être possibles à la société. Cela évitera d'avoir à se poser la question à chaque fois de savoir si on est dans l'objet social ou pas. Alors, est-ce que c'est véritablement important de savoir si l'on est dans l'objet social? Je crois que vous avez, Stéphane Sylvestre, déjà donné une partie de la réponse. C'est important au moins pour le dirigeant, parce qu'un dirigeant de société, s'il fait des actes en dehors de l'objet social, il peut engager sa responsabilité à l'égard des associés, à l'égard de la société. Il viole le pacte social d'une certaine manière. Tout à fait. Mais effectivement, ce n'est pas, je dirais, uniquement vis-à-vis de la société et vis-à-vis des associés qu'il y a un risque. Le risque, il est aussi pour les personnes qui contractent avec la société. Il faut évidemment qu'ils s'assurent
au moment où ils vont signer un contrat, dès lors que ce contrat est relativement important évidemment, que la société, il est bien dans l'objet de la société de signer le contrat qu'elles sont censées signer avec cette société. Alors, pour répondre d'ailleurs à une question qui nous est posée, un exemple d'engagement pris hors objet social, notre société que nous avons constituée pour le développement d'une application mobile, alors c'est l'application sur mobile en réalité. Voilà, ce n'est pas l'application elle-même qui est mobile, je préfère clarifier. Avec des guillemets. Voilà. Donc, développement. Dans vos statuts, vous mettez des guillemets? Je ne sais pas si c'est un très bon conseil, maître. Mais bon, donc, développement d'une application mobile ou sur mobile, très bien. Et le gérant a connaissance d'un contrat qui va être signé par, je ne sais pas moi, une compagnie théâtrale par exemple, et il considère qu'il serait bon pour la société d'apporter son soutien financier à la compagnie théâtrale qui va s'engager pour réaliser un certain nombre de spectacles. Voilà un exemple, je crois, au vu de votre objet social qui était de travailler sur une application mobile, voilà un exemple d'acte hors objet social. Eh bien, si j'étais le dirigeant de cette société et qu'il me prenait l'idée un peu saugrenue d'aller dans cette direction, à minima, je me débrouillerais pour avoir au moins l'accord de tous mes associés pour aller dans une direction autre que celle qui est prévue par l'objet social. Alors, idéalement, on réunirait les associés avant de signer avec la compagnie théâtrale. C'est toujours préférable. Voilà, et on modifierait l'objet social, ce qui ferait une société à objet assez vaste finalement. Mais effectivement, s'il arrivait que le dirigeant estime qu'il est très important, il est même vital pour l'activité de la société de signer ce contrat, c'est dans son intérêt car l'application mobile, finalement, ça n'est pas quelque chose d'intéressant. Mais vous comprenez bien que le dirigeant court des risques en faisant cela et qu'il a tout intérêt à obtenir des associés qu'il modifie l'objet social avant d'engager la société. Pour répondre à une autre question que vous posez, quelle institution sanctionnera l'universalité de l'objet social? Eh bien, généralement, ce sera le greffe. C'est-à-dire que quand vous arriverez pour immatriculer au registre du commerce et des sociétés votre société à objet indéterminé, à objet universel, on vous redonnera vos statuts et on vous dira, eh bien, chers amis, complétez vos statuts car nous ne sommes pas en mesure de savoir quelle est l'activité de votre société. Et un autre intérêt de savoir quel est l'objet social, le professeur Yves Chaput, qui avait consacré sa thèse à l'objet social, a une formule qui est assez juste, qui est de dire que l'objet social, qui est même très juste, qui est de dire que l'objet social, c'est le programme de la société. Une autre utilité de l'objet social, et je me tourne vers Anne-Charlène, c'est de permettre à l'État de contrôler les entreprises. Parce que quand vous dites que vous immatriculez une société qui va réaliser telle activité, eh bien, il faut procéder à son immatriculation, mais il faut peut-être obtenir des autorisations. Ou est-ce que la liberté d'entreprendre en France est si libre qu'on puisse tout faire sans besoin d'autorisation? Alors, l'objet social de la société, c'est son cœur battant. Et évidemment, la liberté d'entreprendre en France, elle est constitutionnellement protégée. Nous avons le droit, tous les trois, de créer notre société sur le développement de cette application mobile. Mais il faut notamment respecter la limite de l'ordre public, notamment cet objet social est sanctionné par rapport à cela, c'est-à-dire une bonne moralité et respecter finalement également les libertés de chacun, les libertés des autres. Donc liberté d'entreprendre, oui, objet social multiple, mais toujours dans le respect de l'ordre public et des libertés d'autrui. Absolument. Donc pour certaines activités, l'activité d'avocat par exemple, eh bien, je ne sais pas si toute personne en France peut constituer une SARL d'avocat. Alors déjà, rien que, et pour répondre à une question que vous posez, une SARL d'avocat, une SARL au sens strict, ce serait problématique car c'est une société commerciale. La profession d'avocat, comme d'autres professions libérales, peut avoir accès à des formes adaptées. Ce sont les sociétés d'exercice libéral et notamment ce que l'on appelle des CELARL, qui sont des SARL mais adaptées
pour aller très vite, à l'exercice d'une profession libérale. Et pour répondre à une autre de vos questions, qui va choisir le juste milieu entre un objet trop étroit ou un objet très large? Eh bien, je dirais que la responsabilité, elle repose surtout sur les associés et sur leurs conseils. Objet trop étroit, il faudra tout de suite réunir les associés pour le modifier. Objet trop large, on court des risques si nous sommes associés, mais que notre dirigeant part faire toutes sortes d'actes sans notre contrôle. Et il dira, mais oui, mais vous m'avez donné mandat pour le faire, c'était dans l'objet social. On peut ajouter d'ailleurs des clauses qui vont limiter les pouvoirs du dirigeant en lui demandant d'aller obtenir l'autorisation des associés ou d'un autre organe de la société, par exemple lorsqu'il fait des actes qui dépassent un certain montant. Alors nous continuons dans l'exploration des thèmes de ce soir avec la question des droits des associés. C'est un thème très vaste et nous pourrions y passer longtemps. Nous avons déjà consacré dans les différents supports pédagogiques et dans les vidéos de notre MOOC, nous avons consacré du temps à ces questions. Vous le savez, l'associé a plusieurs grands droits, notamment le droit de participer aux décisions collectives, le droit d'information, le droit aux bénéfices, parce que l'associé se met en société pour recevoir une partie du bénéfice, et aussi le droit de céder ses parts sociales ou ses actions. C'est un droit dont on parle beaucoup dans l'actualité, puisque, et je me tourne vers notre spécialiste de droit public, l'État peut, dans certains cas, contrôler les cessions de participation d'entreprises qui ne sont pas des entreprises d'ailleurs publiques, mais qui sont des entreprises privées. En effet, un décret tout neuf, il vient d'arriver, permet à l'État de contrôler notamment la prise de, notamment, on va dire, le fait qu'à l'étranger, on puisse donc prendre des participations dans une société. Et donc, c'est une forme de protectionnisme un petit peu de l'État qui va contrôler. Alors, dans certains types de sociétés, d'entreprises qui donc vont plutôt être dans des secteurs assez important pour la vie sociale. On pense notamment à l'exploitation des réseaux, services de transport, l'approvisionnement en eau, la protection de la santé publique et les communications. Donc, dans le cadre de ces entreprises-là, l'État pourra garder un contrôle donc sur la sortie éventuelle des capitaux. Alors, c'est vraiment une question importante et dont on parle particulièrement maintenant, puisque ce décret qui est paru au JO de ce matin, au journal officiel de ce matin, et qui est un décret du 14 mai, alors en réalité étant un dispositif qui existait déjà et qui permet au ministre de l'économie de contrôler des cessions qui interviennent dans certains secteurs. Ce dispositif existait déjà, mais pour des secteurs qui étaient très précis. Alors cela concerne d'ailleurs les acquisitions, les investissements qui seraient faits par des non-européens. Et ce dispositif est étendu par le décret du 14 mai, mais est étendu à des secteurs qui sont, vous l'avez très bien dit Anne-Charlène, de très larges secteurs, notamment les transports ou l'énergie. Et donc c'est beaucoup plus large que ce que l'on avait jusqu'à maintenant, où on visait l'armement, où on visait les installations qui travaillent ou les activités de recherche sur la lutte contre le terrorisme bactériologique. C'était très restreint. Le texte est véritablement ouvert de cette manière. On pourra se poser la question de savoir si le décret peut aller aussi loin que cela, mais c'est une question que nous n'aborderons pas complètement maintenant. Alors, sur les droits de l'associé, c'est vrai que ce droit de céder ses parts sociales ou ses actions, on en parle beaucoup parce que céder son entreprise, c'est une opération importante. Acquérir une entreprise, c'est une opération importante. Nous aurons l'occasion de revenir plus avant dans le MOOC sur cette opération particulière. Je crois, Stéphane Sylvestre, que c'est une opération que vous faites relativement souvent, plutôt côté cédant ou cessionnaire? Des deux.
tantôt côté cédant, tantôt côté cessionnaire. Ça ne pose pas de difficultés d'ordre juridique ou intellectuel d'être tantôt pour le vendeur ou tantôt pour l'acquéreur. Mais notre rôle, là encore, en tant que professionnel dans ce genre d'opération, c'est finalement de vérifier sur le point juridique, pour l'acquéreur, le fait que la société qu'il va acheter, l'entreprise qu'il va acheter, correspond bien juridiquement à ce qu'on lui a vendu et qu'il puisse donc, le cas échéant, se retourner vers son vendeur et lui demander des comptes si jamais eh bien, on lui a menti dans le cadre du processus d'acquisition. D'accord. Alors, parmi les questions que nous pouvons évoquer, je ne ferai qu'en parler quelques secondes, mais la jurisprudence, parfois, a des solutions qui méritent d'être signalées, et notamment la question du fameux fichier client qu'il faut déclarer à la CNIL. Je le signale parce qu'il est toujours bon d'entendre cela, plutôt que de ne pas le savoir, que l'on achète ou que l'on vende une entreprise comportant un fichier de clientèle, eh bien ce fichier de clientèle, s'il est informatisé, doit faire l'objet d'une déclaration à la CNIL. Et en juin 2013, la Cour de cassation était venue nous dire que si l'on n'avait pas respecté les formalités de déclaration à la CNIL, qui sont assez simples, eh bien à ce moment-là, la cession était frappée d'une nullité absolue. Ça veut dire une nullité que tout intéressé peut invoquer, et une nullité que l'on ne peut pas réparer, on ne peut pas régulariser. La vente tombe, le juge qui est saisi va prononcer la nullité. J'imagine que depuis cet arrêt, c'est quelque chose que dans votre pratique, vous regardez avec une certaine attention? Alors, de mémoire, me semble-t-il, dans l'arrêt que vous citez, c'était les fichiers eux-mêmes qui étaient cédés. Et effectivement, comme la déclaration n'avait pas été faite ou correctement faite, dans ce cas-là, la nullité s'imposait. Dans les cas dans lesquels nous intervenons, souvent, ce n'est pas le fichier que l'on vend, mais éventuellement une société qui, en revanche, n'a pas respecté la réglementation sur les fichiers. Donc, on ne vend pas le fichier, on vend la société qui exploite le fichier. Mais, le plus souvent, l'acquéreur prévoit toujours dans le contrat de cession que le vendeur lui garantit que toutes les formalités légales afférentes à l'exploitation de la société cédée ont bien été respectées. Donc l'acquéreur peut se retourner contre son vendeur dans ce cas-là. Mais si la vente est nulle, même votre clause doit tomber, non? Si la vente est nulle, mais au cas particulier, comme je ne vends pas le fichier, mais la société, je vends la une vente n'est pas nulle. société avec une société qui transporte dans ses flancs un fichier qui a ce péché de ne pas avoir été déclaré à la CNIL. Mais cet arrêt est particulier, et je le précise, parce que il porte, vous avez bien fait de le souligner, sur une cession de fichiers clients. Et on peut bien se demander ce dont il s'agit, parce qu'en droit français, en principe, si on cède une clientèle, on ne cède pas que le fichier, on fait une opération plus large qui est une cession de fonds de commerce, ce qui équivaut à une cession d'entreprise pour parler simplement, que les personnes physiques ou les personnes morales. Une société peut céder son fonds de commerce, mais en l'espèce, cette opération de cession de fichiers clients, eh bien, on pourrait en discuter un peu, parce qu'on peut se demander si ce n'est pas quand même la clientèle que l'on a cédée. Et donc, quand on cède la clientèle, juridiquement, fiscalement, c'est une cession de fonds de commerce qui est faite. Pour répondre à une question que vous posez sur les droits de l'associé, est-ce qu'un pacte d'associé ou un pacte d'actionnaire pourrait prévoir une limitation du droit de vote d'un associé lors d'une décision collective d'exclusion? Vous posez des questions qui sont assez difficiles. Ce qui est sûr, c'est que les statuts, la jurisprudence de la Cour de cassation le dit clairement, les statuts ne peuvent pas priver un associé de son droit de participer à une décision collective. Donc si les statuts vous disent que si nous procédons, nous sommes 3 associés, nous décidons d'exclure. Qui va-t-on exclure? Eh bien, moi, on va m'exclure moi. Eh bien, si l'on veut m'exclure, s'il est dit dans les statuts que c'est une décision des associés, donc de nous 3 qui statuent sur cette question, on ne peut pas prévoir dans les statuts que je ne participerai pas à cette décision parce que ce serait porter atteinte à ce droit fondamental qui est mon droit de participer aux décisions collectives.
est-ce qu'un pacte d'associés maintenant pourrait le prévoir? C'est là que votre question est plus subtile, parce qu'on pourrait m'écarter du vote, mais peut-être de manière plus subtile que de dire nous supprimons le droit de vote. Je laisse la parole à Maître Sylvestre, que je sens... Effectivement, il y a peut-être, en tout cas dans certaines formes sociales, un moyen un peu plus subtil qui consiste, puisque autant dans les sociétés anonymes, effectivement, en règle générale, le principe c'est une action, une voix. Dès lors que j'ai une action, je peux voter avec cette action, sauf dans certains cas extrêmement limités. Mais ce principe n'existe pas dans toutes les formes sociales, et ce principe n'existe pas notamment dans la forme sociale qui va à terme devenir la plus répandue, à savoir la société par action simplifiée. La plus répandue pour les sociétés qui recherchent quand même un certain niveau de raffinement juridique, non? Oui, celle auquel nous sommes habitués. D'accord, non mais c'est important ce que vous dites, parce que peut-être que effectivement, lorsqu'on prend la peine d'aller rechercher le conseil, enfin, faire une société, c'est un acte juridique, hein, donc on a intérêt à être conseillé. Mais c'est vrai que si l'on est en train d'aller vers une forme de société où les relations nécessitent de la subtilité juridique, on va plutôt aller vers la société par action simplifiée. C'est plus facile, on peut le dire très simplement et sans peur de se tromper, c'est plus facile de constituer une EURL, d'autant que si on est une personne physique et que l'on est à la fois associé et gérant de son EURL, il existe même un arrêté qui nous donne un statut type qui sont des statuts, enfin des statuts types, qui sont des statuts qui tiennent en une douzaine d'articles qui sont très simples. Mais si nous faisons une société avec des besoins de clauses d'exclusion, par exemple, je veux pouvoir me séparer d'un associé si tel événement survient, si un associé, nous y reviendrons d'ici peu, fait concurrence à la société alors qu'il n'a pas le droit, par exemple, eh bien, j'ai plutôt intérêt à aller vers cette forme qui est la société par action simplifiée. Tout à fait, et notamment parce que ce genre de société permet de faire du sur-mesure. Là où, effectivement, le régime de la SARL, pour beaucoup de clauses, le régime de la société anonyme également, eh bien, tout est prévu, ou beaucoup de choses, la majorité des choses sont prévues par la loi, donc il y a assez peu de place ou à la créativité ou à l'innovation juridique. La société par action simplifiée est vraiment le lieu d'élection du sur-mesure juridique parce que l'on peut adapter véritablement les statuts à la situation des uns et des autres, des associés, des futurs dirigeants, mais à leur rapport de force et véritablement à leur projet. Donc vous êtes un fervent partisan de la SAS. Alors une chose qui est importante, c'est dans la SAS, on en a déjà parlé au cours du MOOC et on en reparlera quand on examinera les différentes formes, mais c'est cet aspect sur mesure. Il peut être dangereux quand même, parce que si j'entre en SAS, on pourrait m'imposer des clauses qui permettent justement de m'exclure, par exemple. Effectivement, à partir du moment où on vous propose de prendre une participation dans une SAS, il est absolument indispensable déjà de lire, ou plutôt de faire lire par un professionnel aguerri, les statuts de la SAS pour être certain qu'il n'y a aucun piège et que, par exemple, on ne peut pas être très aisément exclu par une partie des associés de la société. Mais il y a également un certain nombre d'autres droits ou d'autres obligations plutôt que l'on peut retrouver dans des statuts de SAS, typiquement la clause d'inaliénabilité, qui est la clause qui vous empêche de céder vos actions pendant un certain temps. Si vous avez mis une partie importante de votre épargne dans une SAS et qu'en réalité les actions en question ne peuvent pas être cédées pendant 2, 5, jusqu'à 10 ans, ça veut dire que vous avez bloqué votre épargne. Oui, non, c'est important. Alors pour répondre à une question qui est posée et pour terminer sur les droits des associés, il y a une question qui est très intéressante qui est posée, c'est est-ce qu'un associé a le droit de participer au vote d'un projet dans lequel il est intéressé? Alors, nous reviendrons sur cette question des conventions réglementées plus avant dans le MOOC, mais on peut déjà répondre que, par principe, si la loi
n'a pas interdit à un associé de voter à une décision. Ce qui prime, c'est son droit de vote. Après, l'associé, s'il s'estime en conflit d'intérêts et estime qu'il pourrait ne pas voter dans l'intérêt social, l'associé est tout à fait libre de ne pas participer au vote. Il n'a pas de sanction s'il ne participe pas au vote, mais on ne peut pas lui retirer le droit de vote au seul fait qu'il serait intéressé si la loi n'a pas prévu une interdiction légale de vote. Maintenant, vous avez tout à fait raison, monsieur le professeur. Maintenant, il faut quand même préciser que les cas de conflit d'intérêts sont dans un certain nombre de dispositions du Code de commerce assez larges et empêchent quand même véritablement, si ce n'est les associés, mais du moins les dirigeants, de se prononcer sur des opérations qui seraient finalement entre la société et eux, et sur lesquelles ils pourraient finalement beaucoup trop aisément se prononcer dans leur intérêt au détriment de l'intérêt de la société. Oui, parce que nous avons effectivement l'associé, mais nous avons aussi le dirigeant. Et le dirigeant doit, plus encore que l'associé, je crois, être conscient de l'intérêt de la société, parce que l'associé, finalement, apporte la plupart du temps de l'argent à la société. Et il peut perdre cet argent, mais le dirigeant est nommé par la société pour être son mandataire social, pour agir dans son intérêt exclusif, a priori. La société n'appréciera pas d'être trompée par son dirigeant si elle découvre qu'il exploite d'autres sociétés. C'est important, vous le savez, le dirigeant a une obligation, un devoir de loyauté à l'égard de la société. Et si nous arrivons maintenant précisément aux obligations des associés, il y a une obligation, alors nous avons parlé déjà ensemble et vous avez vu dans les supports pédagogiques du MOOC la question de la responsabilité aux dettes sociales, de la responsabilité illimitée, c'est-à-dire que dans certaines sociétés, eh bien, l'associé devra payer les créanciers sociaux si la société n'est pas en mesure de le faire. Bon. Mais il peut y avoir d'autres obligations des associés. Et une question, alors Anne-Charlène, vous avez parlé de la liberté d'entreprendre. Si je rentre en société, si par exemple nous constituons cette fameuse société dont nous parlons depuis tout à l'heure pour développer cette fameuse application mobile, est-ce que j'ai le droit de développer une application mobile concurrente alors que nous venons de signer ensemble les statuts de notre SARL? Alors effectivement, si l'on n'est qu'associé, l'associé stricto sensu n'est pas tenu par une obligation de non-concurrence vis-à-vis de la société. En tout cas, dans la plupart des sociétés où la responsabilité des associés est limitée. Maintenant, et c'est là où... C'est-à-dire qu'associé de SARL, associé de SAS, je peux exercer une activité concurrente à celle de la société. Tout à fait. Mais c'est là où il est important de bien rédiger les statuts de la société et à ce moment-là, de prévoir que non seulement pendant que je suis associé, je n'ai pas le droit de faire concurrence à la société, mais également que si jamais je devais quitter la société, et on imagine aisément que dans les petites sociétés, eh bien, on est très vite et très aisément au courant de tout ce qui se passe dans la société et des secrets d'affaires de la société, eh bien effectivement, il est impératif que lorsque un des associés perd cette qualité, eh bien il n'est pas la possibilité le lendemain de recréer une société qui ferait concurrence à celle qu'il vient de quitter. Là-dessus, et là encore, il est important de prévoir ce genre de choses, soit dans les statuts, soit dans un pacte entre actionnaires. Donc on va, dans un pacte ou dans les statuts, dire que pendant un certain temps, parce que ça fait partie des conditions de validité, pendant un certain temps, dans un espace géographique donné, et d'une manière qui soit proportionnée aux intérêts à protéger, eh bien, je m'interdis de m'intéresser à une activité dans tel secteur ou une activité qui fasse concurrence à celle de la société. Tout à fait. Et alors une question que je vais vous poser, parce qu'on est finalement dans des problématiques assez proches de celles du droit du travail. Est-ce que, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais la jurisprudence, en 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation, et c'est une solution qui a été maintenue, eh bien la Cour de cassation
a dit que pour le salarié, la clause de non-concurrence, pour être valable, devait comporter une contrepartie financière. Et une contrepartie financière qui n'est pas simplement le salaire qui a été perçu pendant que le salarié était en fonction. Et c'est une condition de validité de la clause de non-concurrence. Si on n'a pas cela, la clause de non-concurrence n'est tout simplement pas valable. Alors, est-ce que cela peut être étendu à l'associé ? Alors, cette jurisprudence, qui est très spécifique au droit du travail et à la situation des salariés, elle n'a pas été étendue au droit des sociétés. Donc, que ce soit pendant que l'associé est associé de la société, on peut considérer que la cause, la contrepartie de son engagement, c'est simplement le fait qu'il soit associé. Absolument. Et qu'à ce seul titre, il s'oblige évidemment à ne pas faire concurrence à la société. Mais même après que l'associé ait quitté la société et qu'il ait donc perdu cette qualité, en règle générale, au moment où on quitte la société, on vend ses droits sociaux, on vend ses parts ou ses actions, et donc en contrepartie, on touche un prix. Et donc, il y a bien une contrepartie. Et cette contrepartie me paraît tout à fait, ce prix me paraît tout à fait justifier le fait que l'associé soit tenu d'une obligation de non-concurrence, même après qu'il ait quitté la société. Oui, alors ce qui est important aussi, c'est de comprendre que vous pouvez avoir un cumul de situations avec quelqu'un qui est associé, qui est salarié, qui est dirigeant, qui a peut-être plusieurs clauses de non-concurrence dans les statuts, dans le pacte, dans son contrat de travail. Bon, ce qui est certain, c'est que s'il est salarié, au moment où il s'engage, il faut qu'il bénéficie d'une contrepartie financière, quelle que soit la localisation de la clause. Bon, cela entraîne vers d'autres questions juridiques compliquées, mais sur les obligations des associés, je crois que c'est important d'évoquer cette non-concurrence parce que on peut finalement, et cela vous surprend peut-être en tant que spécialiste de droit public, mais alors qu'on a une liberté d'entreprendre qui est constitutionnelle, eh bien, on peut lui porter atteinte par des contrats. Mais après tout, quand on signe un contrat de travail, est-ce qu'on ne porte pas déjà atteinte à sa liberté d'entreprendre ? La liberté d'entreprendre, elle est en plus tout à fait limitée par la liberté d'entreprendre des autres. Et l'État lui-même est aussi tenu à cette obligation de non-concurrence à l'activité privée. Donc on peut penser à cette idée de s'obliger les uns les autres, notamment dans cette idée de la solidarité qu'implique la société, mais c'est également le cas pour l'État, qui finalement, lui aussi, doit respecter la liberté des entreprises elles-mêmes. Très bien. Alors, vous savez que chaque semaine, nous avons un cas pratique. Et ce cas pratique, il a provoqué la semaine dernière un certain nombre d'échanges de votre part. Et c'était des échanges intéressants. Certains d'entre vous ont très bien répondu, d'autres ont répondu de manière un peu plus lapidaire, mais souvent avec de bonnes réponses. Je vous avais dit la fois dernière qu'il était important de chercher les fondements juridiques de vos réponses, donc les textes, la jurisprudence, le raisonnement qui permet d'arriver à la solution que vous proposez. Et si nous évoquons maintenant notre cas pratique consacré à la SARL, les frigidaires du Nord, ou les réfrigérateurs du Nord, aurait-il peut-être fallu l'appeler. Nous vous posons dans ce cas pratique des questions qui touchent précisément à la question de l'objet social et des pouvoirs du dirigeant. La question qui vous est posée est chiffrée, elle est précise. Il est important, lorsque vous donnez la réponse, de vous demander si l'acte concerné est valable, mais si la société également n'a pas moyen, si jamais elle devait payer la somme de 600 000 € qu'on lui demande, de se rattraper d'une certaine manière en exerçant un recours. Et il est important aussi de comprendre une chose, et c'est pour cela que nous avons mis ce cas pratique, de comprendre que un dirigeant, en principe, un dirigeant, un gérant de SARL par exemple, a de grands pouvoirs. Et même si l'on peut penser que on ne peut pas vendre un bien très important de la société sans l'accord des associés, eh bien, ça n'est pas si simple que cela, parce que le gérant de SARL a un pouvoir de direction générale de la société. Je vous laisse à ces réflexions.
Je remercie Anne-Charlène Bédina, je remercie Stéphane Sylvestre. C'était une fois encore un plaisir de travailler avec vous. Et avec vous, je vous remercie.